On commence par l'information principale de cette matinée. Ça y est, Avdiivka est tombée entre les mains des Russes. Souvenez-vous de cette ville martyre dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. C'est le point le plus chaud de toute la ligne de front. Et après 5 mois de combats acharnés entre Russes et Ukrainiens, elle est tombée, ça y est, du côté russe. Voici une image ô combien symbolique, le drapeau russe qui flotte juste au-dessus de cette ville forteresse. Cette image-là se déroule dans le centre de la ville. En voici une autre, dans le sud cette fois, où là encore, un soldat de l'armée agite le drapeau de sa nation. Alors, par la voix de l'un de ses généraux, l'Ukraine concède avoir battu en retraite. C'est le général ukrainien Oleksandr Tarnavski qui a fait le point sur la situation. Dans la situation où l'ennemi avance en marchant sur les cadavres de ses propres soldats et à 10 fois plus d'obus, c'est la seule bonne solution. On ira dans un instant en Ukraine pour aller retrouver nos envoyés spéciaux. Mais Aurélien Duchesne, a priori, voilà... C'est pas une surprise, c'est une information très importante, mais c'est vrai que voilà, il y avait beaucoup de signaux qui montraient qu'Avdiivka était sur le point de tomber. Le général que vous citiez à l'instant parle de seule bonne décision. On voit que là, contrairement à ce qui avait été le cas à Barmout, c'est l'impératif militaire qui l'emporte sur l'objectif politique. Tout le débat en Ukraine était est-ce qu'on s'attache à une ville qui est ô combien symbolique, Avdiivka, du fait qu'elle était notamment sur la ligne de front depuis 2014, mais que si l'armée ukrainienne devait s'y acharner, elle devait consommer des hommes et des munitions qu'elle allait perdre sur d'autres points du front. Là, on voit qu'entre l'objectif politique, défendu notamment par Zelensky, et de l'autre côté l'objectif militaire de se retirer d'Avdiivka pour mieux se renforcer ailleurs, c'est plutôt la raison militaire qui a prévalu sur l'objectif politique et surtout objectif politique à destination des Occidentaux, car la crainte avec la chute d'Avdiivka était que les Occidentaux poussent encore davantage Zelensky à négocier avec les Russes. On part tout de suite sur le terrain pour aller retrouver nos envoyés spéciaux sur place. Charlie Nurel, Camille Souhaut, bonjour à toutes les deux. Dans quelles conditions l'armée ukrainienne se retire-t-elle d'Avdiivka? Vous qui êtes sur place et qui pouvez nous raconter. Et des conditions très difficiles, avec plusieurs témoignages de soldats qu'on a eu, des évacuations déjà de blessés qui ne pouvaient plus être faites depuis plusieurs heures, ce qui forçait l'armée ukrainienne à laisser ses blessés dans la ville d'Avdiivka. Et ça, on sait que pour les troupes ukrainiennes, c'est quelque chose d'extrêmement fatal, même pour le moral des soldats. Et puis des récits aussi qui nous sont parvenus. Par exemple, une brigade qui nous disait qu'il a fallu faire des retraits par petits groupes. Et nous partons, nous sommes 10 à partir. Dans les 10 à partir, il n'y en a que 3 qui sortent de la ville d'Avdiivka. Et les 3, eh bien, nous sommes blessés. Et ça, eh bien, c'est un élément pour que vous compreniez dans quelles conditions se sont faits les retraits des troupes ukrainiennes. Et puis un autre mot, parce qu'on sait que l'armée ukrainienne a communiqué en disant qu'il y avait des prisonniers ukrainiens qui avaient été capturés par les Russes. Et bien là, on ne sait pas exactement combien. On sait juste que si cette information a été donnée, c'est qu'il y a un grand nombre de soldats ukrainiens pris par les Russes. Et donc, eh bien, désormais, ce retrait des troupes ukrainiennes, à savoir où est-ce qu'il faut se replier pour tenter de défendre un minimum les alentours d'Avdiivka. Charlie Nurel, on s'apprête à entrer dans la 3e année de guerre. Qu'en est-il du moral sur place des Ukrainiens ? Il est particulièrement compliqué sur ces alentours d'Avdiivka, notamment parce qu'il y a aussi des incompréhensions quant au commandement. C'est vrai qu'on entendait, quand on a été dans les alentours, on entendait ces soldats qui disaient pourquoi on ne procède pas au retrait, on perd beaucoup d'hommes et on va se retrouver dans cette situation, on ne pourra plus ramener les blessés. C'est vraiment important et donc forcément voir les frères d'armes tomber les uns après les autres pour les soldats ukrainiens, c'est l'une des pires choses qui puissent être lorsqu'il faut continuer à se battre. Donc un moral avec des interrogations et ça c'est ce que nous confient les soldats ukrainiens aussi en disant dès lors qu'on commence à avoir des interrogations sur les décisions du commandement, et bien là c'est difficile de maintenir des positions sous des bombardements constants. Donc là il y a quand même un salut de la décision d'avoir fait ce retrait des troupes ukrainiennes, d'éviter plus de boucherie que ça l'est pour reprendre leurs mots, mais évidemment extrêmement compliqué de continuer à se battre dans ces conditions-là. Merci beaucoup Charlie Nurel ainsi qu'à Camille Souhaut qui vous accompagne en Ukraine. Galia Ekarman, cette image-là avec le drapeau russe qui flotte dans la ville d'Avdiivka, c'est l'image que Vladimir Poutine attendait depuis des mois. Il doit jubiler ce matin en voyant ça.
Je pense qu'en effet, il doit jubiler parce qu'il a besoin d'une victoire symbolique pour son élection, pour assurer un score très élevé sur lequel il compte. C'est la même image, grosso modo, qu'il y a quelques mois à Bakhmout. Je pense qu'en soi, rien de très horrible ne se produira. C'est une bataille qui est perdue, c'est pas une guerre qui est perdue. Les retraits tactiques sont parfois importants, mais symboliquement, pour les Russes, c'est très important, oui. Vincent Hugeux, Charlie Nurel le disait, le retrait est très compliqué pour les soldats ukrainiens sur place. On apprend aussi qu'en effet, plusieurs soldats ukrainiens auraient été faits prisonniers par l'armée russe. En effet, on n'a pas encore beaucoup de chiffres, mais est-ce que ça doit nous inquiéter justement de ne pas avoir beaucoup de détails ? De toute façon, ces détails, ces précisions affleuront au fil des jours avec les témoignages et peut-être ultérieurement avec un accord d'échange de prisonniers, comme c'est souvent le cas. Petite observation en préambule, le drapeau russe a déjà flotté sur Avdiivka, brièvement certes, en 2014, parce qu'à l'époque c'était des séparatistes pro-russes, au moment de l'opération du Donbass, donc millésime 2014, qui avaient occupé la ville avant que celle-ci soit reconquise par les forces ukrainiennes. Deuxième observation, les Ukrainiens, là comme ailleurs, sont confrontés à une sorte de double rareté qu'il faut gérer au plus serré. Une rareté en hommes et une pénurie en matériel. Et on se heurte toujours à cette difficulté par rapport à un ennemi russe qui, lui, dispose d'un vivier quasiment inépuisable, même fût-il contraint, d'hommes. Et d'un matériel, et notamment de munitions d'artillerie à profusion. Et puis la vie russe a moins de valeur, c'est ce que l'on dit souvent par rapport à une vie ukrainienne. Donc Vladimir Poutine a plus le temps de... En tout cas, c'est ce que la vérité des faits nous démontre depuis 2 ans maintenant, et même au-delà. Puis, dernière remarque, effectivement, quand on réfléchit à ce qu'avait été la chorégraphie du retrait de Bakhmout, on sait bien que le nouveau chef d'état-major, donc, qui a été installé par la présidence ukrainienne avec le retrait de le général Zelensky, Syrski, donc le nouveau Alexander Syrski, est quelqu'un qui essuyait quelques critiques, y compris au sein de l'armée ukrainienne. Alors d'abord parce qu'il a été formé à l'ère soviétique, mais ça c'est générationnel, il n'y est pas pour grand-chose. Hein. Ça tient à son état civil, à sa date de naissance, mais surtout parce qu'il avait la réputation, fondée ou pas, d'être enclin parfois à sacrifier des hommes pour des gains tactiques marginaux, voire imperceptibles. Et là, il a tenu d'ailleurs à communiquer très vite sur la volonté d'épargner les hommes, notamment parce qu'on avait envoyé en renfort, dans les jours qui précèdent, des unités de la 3e brigade d'assaut, qui est l'une des plus aguerries. Puis un tout dernier point... on savait la chute de Avdiivka inévitable. J'étais sur ce plateau jeudi soir et Samantha de Bendern, que connaissent bien les téléspectateurs de LCI, avait eu 2 communications téléphoniques juste avant qu'on entre en plateau, et notamment avec un officier ukrainien qui lui disait, c'était donc jeudi, que, à son sens, le retrait était absolument inévitable au regard du rapport de force de 1 à 10, tel que souligné par le général Tarnowski. Ouais. Et pendant que vous vous exprimiez, il y avait aussi le président Zelensky qui s'exprimait depuis Munich. On l'entendra dans un instant, le président Zelensky, on le rappelle, il y est pour la conférence donc, de Munich sur la sécurité. Voici ce qu'il a dit. Il s'est exprimé sur Avdiivka qui est tombé ce matin entre les mains des Russes et il explique que c'est une décision pour sauver des vies. C'était ça la priorité, Aline Lebaille-Crémer. Oui, absolument. Je précise que Syrski, dans sa déclaration, qui vient en effet contrecarrer une part de propagande aussi qui a été disséminée dans l'espace informationnel. On sait que les Russes sont sur ce genre d'action, de le considérer comme un boucher. Donc c'est la démonstration par A plus B que non, ce n'est pas un boucher, parce que dans ses déclarations, il le dit, il le clame, et effectivement, il explique la priorité pour l'armée ukrainienne, c'est la santé et la vie des soldats. Donc c'est dit très clairement. Il a dit également qu'ils reviendront. Donc comme vous le disiez, Galia, c'est une bataille qui est, qui est un peu perdue, mais c'est pas la guerre qui est perdue. Ce que ça démontre aussi, et ça c'est tragique, et on l'a vu en Mondiovision en direct de jour en jour, c'est il y avait quand même de grandes chances, et ça bruissait que la ville allait être encerclée, donc il s'agit de protéger les soldats. C'est une tragédie pour accessoirement quand même les 900 civils qui restent tout de même dans la ville, et c'est aussi le symptôme des couacs, des
hésitations et des livraisons d'armes qui ont été trop tardives. Avdiivka tombe parce que aussi il n'y a pas eu assez de munitions. Donc tout ce qui se passe ces jours-ci d'un point de vue politique en Occident concernant les accords bilatéraux de sécurité, les garanties de sécurité, les livraisons d'armes, c'est très exactement pour éviter ces scènes-là. Parce qu'on le sait, les Ukrainiens ne l'ont pas caché depuis des semaines, il y a un manque de munitions, il y a un manque d'artillerie, il y a un manque d'appui aérien. Et tout ça, in fine, oui, c'est pas très concrètement, ça fait que oui, la Russie avance et a pu planter ce drapeau sur, en effet, une ville qui avait déjà été libérée en 2014. Et oui, il y a un manque d'armes. Et c'est justement ce que réclame Volodymyr Zelensky. Galia Ackerman, un mot sur les civils dont parlait Aline Lebaï-Crémer. C'est vrai qu'il y en aurait à peu près 1000 et qui sont toujours sur place. Que peut-on imaginer pour eux maintenant que l'armée russe s'est emparée de la ville ? Je suppose qu'il s'agit surtout de personnes âgées, parce qu'on l'a vu dans toutes les villes qui ont été sous bombardement intense, etc. C'est que les vieilles personnes, surtout si elles n'ont pas de famille dans d'autres parties de l'Ukraine, hésitent de partir malgré l'insistance des services de sauvetage qui essaient d'organiser des évacuations. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura certainement une sorte d'épuration, c'est-à-dire ils vont passer au crible tous les habitants de la ville, les Russes, pour voir s'il y avait des sympathisants de la cause ukrainienne qui risquent d'être arrêtés, torturés et même exécutés. C'est ce qui s'est passé déjà dans toutes les autres villes qui ont été occupées par les Russes. Quotidiennement, on arrivait quand même à exfiltrer 2, 3, 5, 6 personnes par jour encore, donc ça se faisait toujours, même jusqu'à hier. Il y a des gens qui refusent de partir. Aussi. Vous nous parliez, Galia Ackerman, de cette victoire qui est symbolique pour Vladimir Poutine. Hugo Barbieux nous a rejoint. Bonjour Hugo. Pour nous éclairer justement sur la question, prendre Avdiivka, finalement, est-ce que c'est uniquement symbolique ou est-ce que c'est aussi stratégique, Hugo ? Eh bien, Avdiivka, regardez, c'est cette ville dans l'est de l'Ukraine, autrefois bastion industriel, devenue véritable forteresse depuis la prise de Donetsk en 2014, permettant aux Ukrainiens de tenir la ligne de front. Avdiivka, c'est en quelque sorte le verrou du Donbass, cette région tenue par les Russes. Selon des responsables militaires russes d'ailleurs, les Ukrainiens utilisaient Avdiivka pour bombarder leur position sur Donetsk. Alors avec la prise de cette ville, la Russie sécurise non seulement la ville de Donetsk, mais aussi les deux provinces du Donbass, Louhansk et Donetsk, des zones que la Russie a annexées, mais dont elle n'avait jusqu'à présent pas le plein contrôle. Alors, dans le quotidien britannique Le Guardian, un conseiller du président Volodymyr Zelensky dit ceci: avec Avdiivka, vous contrôlez les hauteurs dominantes, vous pouvez construire des couloirs logistiques pour approvisionner une grande partie du front. Et il ajoute ceci: il ne s'agit pas de symbolique, mais de l'importance opérationnelle d'un territoire particulier. Alors, d'un côté, il y a évidemment la victoire militaire, mais il y a aussi les gains politiques. La prise d'Avdiivka améliore évidemment le moral des troupes russes, mais c'est aussi un gain symbolique pour Vladimir Poutine à quelques semaines de l'élection présidentielle. Merci beaucoup Hugo Barbieux pour toutes ces informations. Vincent Hugeux, si on comprend bien, donc il s'agit du verrou du Donbass finalement. Alors, c'est l'un des verrous du Donbass. Ce qui est vrai, c'est que la proximité de la ville de Donetsk, en quelque sorte, rehaussait encore la valeur stratégique de Avdiivka. Pour autant, il n'y a pas là l'indice d'un effondrement massif des positions. Ce qui est important quand vous devez, parce que le principe de réalité vous l'impose, vous retirez d'une ville, d'une place forte, d'un bastion, d'une forteresse, c'est d'avoir au préalable installé des lignes défensives fortes et plus aisées à défendre à 5, 10, 20 km. Et donc on peut supposer, vu l'expérience douloureuse que l'armée ukrainienne a engrangée depuis des décennies maintenant, que précisément ce dispositif a été mis en place. On l'a vu en d'autres circonstances. C'est vrai que
temporairement, c'est un vrai revers, le nier serait inepte, mais que ce qui compte, c'est ce qui va se passer maintenant. Est-ce que les Russes seront en situation de tenir la ville, de renforcer leur propre position aux abords d'eux, d'avancer davantage? Tout ceci reste à démontrer. Aurélien Duchesne, finalement, pourquoi avoir tant résisté autour de cette ville? On sait que ça a coûté la vie de nombreux soldats. Finalement, bon, ça ne changera peut-être pas grand-chose sur le terrain en soi. À la fois d'une part parce que depuis 2014, depuis la reprise de cette ville, c'était l'un des points les plus fortifiés de tout le front ukrainien. On rappelle qu'il y avait une autre bataille en 2017 où les Ukrainiens, là encore, avaient triomphé. C'était l'un des points chauds de la guerre du Donbass, quand c'était encore un conflit soi-disant gelé. Et la deuxième raison est que vous citiez par exemple tout à l'heure la question des bombardements d'artillerie. C'était la même logique côté ukrainien que quand ils ont essayé de faire une tête de pont du côté de Kherson pour éloigner les batteries d'artillerie russes qui pilonnaient la ville de Kherson. C'était un peu la même logique côté russe, c'est-à-dire qu'ils essayaient de faire reculer les Ukrainiens, leur position d'artillerie, etc. Les Ukrainiens se sont non pas acharnés sur cette ville, mais ont cherché à défendre l'un des points les mieux fortifiés qu'ils avaient. Et le fait de se retirer maintenant, c'est une application de la logique inverse, celle qu'on avait eue en 2022, quand les Ukrainiens se sont retirés de villes comme Liman, d'autres localités du Donbass au printemps 2022 pour mieux contre-attaquer après. La contre-offensive victorieuse qu'on avait eue dans la région de Kharkiv et dans la région de Kherson, voilà. Ils n'ont pas réussi à refaire la même logique avec Avdiivka, mais le fait de se retirer, c'est peut-être non seulement une manière d'économiser les hommes et les munitions, mais aussi quelque part reculer pour mieux sauter, pour mieux contre-attaquer, comme ils l'ont fait à l'été 2022. Galia Ackerman, d'après vous, comment est-ce que ça peut être reçu par la société russe? Est-ce qu'elle est dupe de ça? Elle voit bien que ça fait des mois que Vladimir Poutine tentait de prendre Avdiivka. Bon, finalement, ça a pris 5 mois. Est-ce qu'il peut tout de même présenter ça comme une grande victoire? La propagande peut transformer en grande victoire même une défaite. Donc ça, c'est même pas un souci. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de témoignages, justement, venant des batailles autour d'Avdiivka. C'est que les Ukrainiens ont été frappés par cet assaut de Russes qui envoyait une vague de soldats après l'autre et littéralement marcher sur ses propres cadavres. On ne sait pas combien de milliers d'hommes les Russes ont perdu pendant des mois dans ces batailles, peut-être même des dizaines de milliers d'hommes, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'était totalement contraire à la logique ukrainienne, et les Ukrainiens, les militaires ukrainiens parlaient même de zombies qui marchait vague sur vague, vague sur vague. C'est la tactique soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que les Russes ont perdu sur le champ de bataille au moins 2 fois plus de soldats que toute l'armée de Wehrmacht sur tous les fronts. Voilà, donc là c'est en effet le nombre, la masse humaine, la chair à canon. Est-ce que ça veut dire que les Ukrainiens ne pourront pas reprendre cette ville? À cette étape, rien ne nous permet de l'affirmer. Vous savez, quand on étudie l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de batailles qui ont été perdues et ensuite les territoires qui ont été regagnés, notamment par l'armée soviétique qui a d'abord très fortement reculé. Tant que la guerre n'est pas finie, l'espoir n'est pas fini non plus. Mais en effet, si jamais la ville est libérée un jour par les Ukrainiens, c'est là que l'on découvrira sans doute l'étendue des atrocités commises sur place, comme ça a été souvent le cas. Vincent Hugeux, où peut-on imaginer que l'armée russe ira s'attaquer maintenant? Quelle est la priorité sur le front maintenant qu'Avdiivka est tombé? On savait que c'était l'un des grands objectifs de Vladimir Poutine en ce début d'année. Maintenant, quelle est la suite? Alors, à mon sens, encore une fois, la conquête d'Avdiivka, qui va être amplement exploitée par la propagande maison, n'est pas nécessairement l'annonce d'un déferlement à venir. C'est-à-dire qu'on reste sur une logique de gel relatif des fronts. Les Russes ont d'autres soucis, notamment en Crimée, notamment en mer Noire, notamment sur le front sud. Donc ils ne sont pas non plus en situation, du fait de l'ampleur des pertes que Galia vient de rappeler, ils ne sont pas non plus en situation de lancer une offensive multifront
nord, centre et sud. Donc mon estimation à ce stade, et quitte à être démenti par les faits, c'est qu'il n'y aura pas de très grands mouvements militaires dans les semaines qui viennent, en tout cas pas avant le scrutin, car ce serait un risque démentiel pour Poutine et son orchestre, après avoir capitalisé sur ce succès politique et militaire, de risquer un revers avant l'échéance 15-17 mars. Aurélien Duchesne, vous êtes d'accord ? À l'appui de ce que dit Vincent Hugeux, on avait beaucoup parlé à la fin 2023 d'une contre-offensive russe qui viendrait après la présidentielle, notamment parce que Poutine aurait les moyens politiques de mobiliser davantage. Maintenant, sur le terrain, quand on voit le ratio énorme des pertes russes pour des progressions incrémentales, comme on l'a vu à Avdiivka, certains analystes disent qu'à Avdiivka, les Russes ont perdu 10% de tous les chars d'assaut lourds déployés sur l'ensemble du front ukrainien depuis le printemps 2022. Donc du côté russe, il y a peut-être la capacité de faire une offensive sur un nouveau point, plutôt dans le sillon du Donbass. Pourquoi ? Parce que politiquement, alors que ça va faire depuis 2 ans désormais, 21 février 2022, que Poutine a reconnu les républiques séparatistes du Donbass, l'intérêt pour Poutine serait de conquérir totalement les 2 oblasts du Donbass. Là où, côté Kherson, par exemple, il lui manque accessoirement la capitale de l'oblast. Mais au moyen opérationnel, on voit mal comment les Russes, aujourd'hui, pourraient attaquer en plus qu'un seul point. Aline Lebay-Kramer. Oui, selon les sources ukrainiennes, Poutine a besoin de conquérir au maximum les oblasts qui revendiquent comme annexés, qui est complètement inégal, parce qu'il veut faire voter la population et expliquer qu'il y a un plébiscite populaire dans ces oblasts en sa faveur. Donc il avance au maximum et on sait qu'il va essayer de faire tout ce qu'il peut d'ici mars pour avancer dans l'oblast de Donetsk et dans l'oblast de Louhansk, là où il le peut, parce qu'en effet dans le sud c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais il a besoin, parce qu'il y tient dans ses élections Potomkin, de vendre, de travailler en termes de propagande l'image d'un plébiscite populaire dans ces régions-là, que l'on sait fausse, parce qu'il va faire essentiellement des gens occupés en souffrance ou des gens morts, mais il a besoin politiquement de construire ça, donc il va essayer d'avancer, et c'est ça aussi qui se jouait sur Avdiivka, de dire qu'à cet endroit on va voter Poutine avec une baïonnette sur la tempe s'il le faut, mais c'est ce qu'il essaiera de vendre, y compris en interne chez lui. Allez.